question du tribalisme est fondamentale chez nous, puisque elle rejaillit pratiquement dans les divers milieux sociaux. Comment entendez-vous lutter contre ce fléau désormais? Je pense qu'il y a un ensemble de mesures qu'il faut prendre. Il y a des mesures, j'allais dire, précoces et des mesures à un niveau des adultes. Et ces mesures doivent concerner aussi bien les structures d'éducation que les structures de l'administration. D'abord, au niveau de l'éducation, il me semble que cela doit être une règle absolue que l'on doit, j'allais dire, imposer, parce qu'on peut utiliser ces termes-là en l'occurrence, aux enseignants, notamment à partir de la maternelle, sur la manière dont on doit éduquer nos enfants. Il est absolument insupportable que dans un pays, un maître ou un instituteur ou une institutrice puisse allier des enfants et leur faire ressentir, alors qu'ils ne distinguent pas encore qui parmi eux vient de telle ou telle autre région, qu'il y a des clivages ethniques. Et ça se fait dans notre pays. J'ai moi-même mes enfants qui ont souffert de cela dans un établissement scolaire de notre pays, qui m'ont rapporté les faits à la maison. Mais au fond, j'ai toujours éduqué mes enfants dans le sens du dépassement de ces genres de considérations, parce que moi-même, je suis d'une génération où le problème ne s'est jamais posé. J'ai eu des camarades de classe et des camarades de faculté, je dirais même des amis, et ils existent, ils vivent encore de toutes les régions du pays, et ça ne se posait jamais entre nous. Et c'est un venin qui est récent, qui est en train de miner notre société. Donc, il faut veiller à cela. D'ailleurs, dès les écoles de formation des instituteurs et des professeurs, dire qu'un certain type de langage qui est clivant, qui est ethnique, qui est, j'allais dire, stéréotypé, est inacceptable dans l'éducation des enfants. Deuxièmement, je pense que nos enfants, on doit très tôt les amener à aller d'une région à l'autre pour se découvrir et découvrir leur pays. C'est pour cela que j'ai toujours mis l'accent sur la nécessité de faire voyager les enfants pendant les vacances. Ils iront en colonie de vacances dans une région autre que leur région d'origine, où ils seront accueillis non pas dans des structures fermées, mais en famille. Il y aura des familles d'accueil que l'État va soutenir, accompagner pendant les 1 mois où ils vont recevoir des enfants venant d'une autre région. Ils vont donc se familiariser, s'accoutumer justement aux us et coutumes de ces régions-là. Troisième facteur incitatif que j'ai mis en place déjà, moi, en tant que président du MRC, parce que je décerne un prix à tout jeune qui parle une langue d'une région autre que sa région d'origine. Et ça, nous le faisons à la fin de l'année lorsque nous accueillons au siège de notre parti de jeunes Camerounais nécessiteux pour leur permettre de passer un Noël un peu réjouissant. Au niveau de l'administration, une des choses, je crois, que nous devons supprimer, qui est d'ailleurs absurde parce que ça nous vient de la période coloniale, sur les cartes d'identité et autres, ou bien les actes de naissance plus particulièrement, c'est de faire l'identification par les ethnies, origines ethniques. Ça figure encore sur nos actes de naissance. L'État a-t-il besoin de cela? Les Camerounais ont-ils besoin de cela? J'en doute. Et donc, il faut éviter cet enfermement ethnique, le fait qu'on soit prisonnier. Vous voyez que nous sommes arrivés à un point où dans notre pays, le brassage même devient difficile. Vous êtes d'un père d'une région, d'une mère de l'autre région, et on vous enferme dans la région de votre père, comme si votre mère n'existait pas. Alors que justement, vous êtes devenu un métis, vous êtes le point d'intersection, le lieu de croisement. Nous devons encourager cela. Et donc, voilà. Vous direz ce soir... Politique se décline en 5 chantiers. Donc le premier chantier est le chantier politique et institutionnel. Le deuxième chantier est le chantier éducation et jeunes. Le troisième chantier est le chantier économie et production. Le quatrième chantier est le chantier social et de solidarité. Et enfin, le cinquième chantier est le chantier de politique étrangère, relations extérieures si vous préférez, et le pacte stratégique avec la diaspora. Voilà nos 5 chantiers. Et nous l'avons décliné donc, en un programme électoral avec des objectifs, des engagements, mais également chiffrés. Et donc nous allons le rendre public pour des raisons de stratégie propres à chaque candidat et à chaque parti politique. Nous allons rendre public l'intégralité des documents au moment que nous aurons choisi. Mais c'est de cela dont je parle aux Camerounais depuis le début de cette campagne. Je leur donne le contenu de ce programme. N'empêche que l'idéologie fondamentale de votre parti, c'est le social-libéralisme oui. que vous prenez d'ailleurs. Alors ce social-libéralisme, qu'est-ce qu'on met dedans précisément? Le social-libéralisme est la synthèse des 2 grands courants idéologiques qui, j'allais dire, traversent l'histoire politique presque de l'humanité. Vous avez toujours eu le courant de gauche, courant social, avec sa dimension communiste, parfois anarchiste à la marge du communiste, puis socialiste et social-démocrate. Et vous avez toujours eu le libéralisme avec le conservatisme le plus absolu jusqu'au libéralisme et au néolibéralisme. Et au fond, nous sommes arrivés à un moment de l'histoire des sociétés humaines où il y a, j'allais dire, une intersection entre les 2 courants idéologiques. C'est ce que nous avons essayé de faire. Le social-libéralisme, c'est une idéologie qui met l'accent sur l'initiative individuelle. Il faut laisser les talents éclore. Il faut laisser chaque individu aller au maximum de ses possibilités parce que c'est cela qui crée la richesse. Donc, talent individuel, initiative privée, importance du secteur privé. Mais en même temps, une fois qu'on fait cela, dans le libéralisme, une fois que vous faites cela, tout le fruit de votre travail, le résultat, le profit que vous pouvez dégager, c'est à vous et à vous uniquement. Vous le mettez dans votre poche. Dans le courant socialiste,
on distribue, on partage à tout le monde, À la de manière communauté. équitable, à la communauté. Mais généralement aussi sans savoir parfois qui produit. D'accord. Et donc nous disons, la dimension libérale va permettre la libération des énergies, la création de la richesse, et la dimension sociale, c'est la fonction de redistribution qu'assure l'État d'ailleurs, de façon à ce qu'aucun Camerounais ne soit laissé au bord du chemin. C'est la combinaison donc de ces deux courants. Certains disent que c'est la social-démocratie, sauf que la social-démocratie reste dans son ancrage de gauche exclusivement. Absolument. Nous voulons justement intégrer le centre-droit, si j'ose dire. Si on prend le clivage que l'on observe en Occident, on veut intégrer le centre-droit avec effectivement, j'allais dire, toute la gauche socialiste. Et c'est ça qui donne le Mais social. pour revenir chez nous, est-ce que le social-libéralisme que prône le MRC ne s'apparente pas au libéralisme communautaire de Paul Biya, si l'objectif est la richesse individuelle pour la finalité du bien commun? Non, moi je ne sais pas ce que vous avez pu trouver dans le libéralisme communautaire qui s'apparente à ce que, que je viens de vous présenter, ce que nous présentons. Social n'est pas communautaire. Absolument. Et c'est là toute la différence. Vous faites le libéralisme communautaire, donc déjà vous mettez dès le départ l'accent sur les communautés. Et donc même la dimension tribale ou tribaliste dont nous parlions est déjà sous-jacente. Moi je mets l'accent sur les citoyens camerounais, citoyens agents de production, mais citoyens qui participent au partage du fruit de la production. Et je ne vise pas des communautés, je vise des citoyens. Et c'est toute la différence déjà, au niveau même conceptuel, entre le libéralisme communautaire et le social-libéralisme. Alors, dans votre logique, donc, vous allez amoindrir, vous envisagez amoindrir l'action de l'État dans votre idéologie. Nous amoindrissons l'action de l'État. Enfin, amoindrir, c'est comme par rapport à quelque chose. Je crois Absolument. qu'à l'heure actuelle, l'action de À la l'État... propriété privée. Oui, non, je veux dire, à l'heure actuelle, l'action de l'État n'est pas prépondérante, je veux dire, en termes de production. Donc, nous allons amoindrir l'action de l'État dans la production. L'État n'interviendra que dans les secteurs stratégiques, et d'ailleurs les secteurs stratégiques dans lesquels le secteur privé n'investit pas. Parce qu'il y a des secteurs stratégiques dans lesquels le secteur privé investit. Et là, l'État va les encadrer. Parce que quand c'est stratégique, quand bien même c'est le privé qui a investi, ça devient d'intérêt national. Mais dans un pays en développement comme le nôtre, est-ce que cette libéralité n'est pas un risque, notamment pour le tissu industriel? Non, du tout. Le social-libéralisme, justement, ce n'est pas le néolibéralisme. C'est le libéralisme, j'allais dire, à tout craint, le libéralisme tout court, pur, ou dans ses extrémités, c'est-à-dire le néolibéralisme, qui est un danger pour un jeune pays parce qu'effectivement, son idéologie fondamentale, c'est non seulement la concurrence, mais l'abaissement des barrières douanières, donc du contrôle également aux frontières pour rendre la compétition maximale. Vous savez, le libéralisme est fondé sur cette fameuse théorie de la main invisible, où il y aurait justement une main invisible qui assure l'égalité de la compétition et permet justement que les équilibres se fassent d'elles-mêmes. Nous n'y croyons pas, c'est pour cela que nous disons social-libéralisme. Donc, on va libérer les initiatives individuelles. Là où c'est nécessaire, nous allons justement protéger nos initiatives individuelles au plan national. Si nous faisions du néolibéralisme, nous ne dirions pas que nous ne partageons pas ce qui a été fait dans le cadre des APE, c'est-à-dire les accords de partenariat économique. Et j'ai toujours été extrêmement clair là-dessus. Nous allons rediscuter les APE pour voir si nous pouvons les adapter. Sinon, nous allons en sortir parce que ça ne peut pas permettre le développement industriel du Cameroun, les APE. Plus vous abaissez les barrières douanières jusqu'au niveau 0, enfin au niveau le plus bas, 5%, même 10%, plus vous créez justement des trous d'air, c'est-à-dire qui va aspirer les produits importés en provenance de l'extérieur, qui vont faire la concurrence à un jeune tissu industriel qui ne s'est pas encore musclé et qui ne peut pas supporter la concurrence avec des entreprises qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Voyez-vous, tous les pays émergents, je prends juste ça pour illustrer mon propos. Un pays que tout le monde célèbre aujourd'hui, la Chine, au cours des 30 dernières années qui ont précédé l'émergence sur la scène économique mondiale de la Chine, j'allais dire, personne ne savait ce qui s'y passait, parce que la Chine apparaissait comme un pays fermé. En réalité, c'est à ce moment-là qu'ils ont jeté les bases de leur industrialisation et pour se donner les moyens de participer à la compétition internationale. C'est à partir après la mort de Mao, lorsque Deng Xiaoping a repris le pouvoir, qu'il a créé les 6 zones de développement économique spécial. Ils aspiraient la technologie et les capitaux chinois, y compris les Chinois de la diaspora, venaient leur permettre de créer ces entreprises. Ces entreprises sont installées, ils ont appris, ils ont d'abord copié et recopié ce que faisaient les autres, ils ont appris, ils ont amélioré et ils ont ouvert dès lors qu'ils étaient prêts parce que leurs entreprises étaient prêtes à faire la compétition internationale. C'est ce qu'il faut faire. Mais sur le plan du droit du travail, comment peut-on prôner le libéralisme et garantir les meilleures conditions aux travailleurs? Par exemple, quand on sait que les relations employeur-employé sont guidées par l'allégorie de David et Goliath souvent. Non, je crois que ça c'est quelque chose qui est lié à l'histoire industrielle de l'Europe, où chaque conquête sociale était une bataille entre les ouvriers et le patronat. Mais je crois qu'au XXIe siècle, tout le monde comprend que c'est à la fois le patron et les ouvriers qui font l'entreprise et qu'il n'y a pas d'entreprise sans ouvriers, tout comme il n'y a pas d'entreprise sans patron. Donc, un patron qui veut que ses affaires marchent bien, prospèrent, que son entreprise se développe, doit bien soigner ses ouvriers parce que ce sont eux qui produisent. Je pense que nous devons dépasser justement ce vieux débat du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle en Europe pour faire comprendre, et je crois qu'une bonne partie, au moins des employeurs camerounais le comprennent bien, qu'il faut bien traiter l'ouvrier si on veut justement que l'entreprise se développe. C'est le principe, mais qu'est-ce que vous y mettez là? Il faut bien traiter. C'est quoi vos propositions? Premièrement, il faut revoir le SMIC. Il faut commencer par là. Et nous avons dit, nous démarrons dès la première année avec un SMIC à 55 000 francs.
Et c'est un montant qui va progresser au cours du mandat en fonction des performances économiques. Et donc, si l'économie se porte bien, si la croissance est ce que nous espérons, c'est-à-dire que pour que vers la fin du mandat, on soit dans une croissance à 2 chiffres, le SMIC également ne sera plus à 55 000 francs. Il va croître proportionnellement. Et si la croissance n'est pas bonne? Si la croissance est à tonne, non, le SMIC ne diminue pas. Quand on dit 55 000 francs, c'est le plancher. On ne peut pas aller en dessous parce que nous sommes quand même citoyens de ce pays. Nous savons dans quelles conditions vivent les Camerounais. Avec moins de 55 000 francs, même déjà 55 000 francs, c'est limite. Vous ne pouvez pas vivre dans une ville comme Yaoundé et Douala. Donc c'est le plancher. Si ça ne démarre pas, mais il n'y a aucune raison avec nous pour que l'économie ne démarre pas. D'une part parce que nous savons comment faire démarrer l'économie. Nous avons les experts qu'il faut. Nous avons aussi l'expérience et surtout les relations qu'il faut pour effectivement attirer les investissements au Cameroun. Croyez-moi, à la fin du mandat, nous serons à une croissance à 2 chiffres. Alors, et donc, j'ai parlé juste du SMIC. Ce n'est pas tout. Nous allons également veiller à ce que les syndicats jouent vraiment leur rôle. Parce que le syndicalisme au Cameroun, parfois, on se demande à quoi ça sert, parce que les syndicats sont complètement éteints. Il faut considérer les syndicats comme étant des partenaires sociaux qui, effectivement, remontent auprès du patronat comme auprès de l'État les préoccupations de la base ouvrière qui, en fait, qui sont les agents du développement économique. Donc, on va veiller à ce qu'il y ait une vitalité du mouvement syndical. Mais, troisièmement, il y a un volet auquel je tiens beaucoup. C'est la santé. Et pas, c'est la santé des Camerounais de façon globale, mais il y a la santé des travailleurs. Nous savons le type de fléau qui sévissent dans ces milieux-là. Il faudra effectivement qu'il y ait une meilleure protection sociale. Et c'est pour cela que nous avons dit, dès les 3 premières années du mandat, nous allons mettre en place un système d'assurance maladie universelle minimum. Assurance maladie universelle minimum. Il y aura la sécurité sociale, mais dans le cadre de la sécurité sociale, parce que dans la sécurité sociale, vous avez la prévention. C'est ce que fait la CNPS, à peu près tout à l'heure, la prévoyance sociale. Donc, vous cotisez et vous touchez lorsque vous êtes vieux. Mais vous avez également l'assurance, la garantie, notamment en matière de santé, que quand vous tombez malade, vous allez être pris en charge, soit intégralement à 100%, soit dans une proportion qui est déterminée en fonction de la contribution. Et il y a une troisième dimension qui est vraiment ce qu'on appelle la sécurité sociale pour tout Camerounais, et en particulier pour les plus nécessiteux, c'est-à-dire ceux qui ont perdu leur emploi, c'est-à-dire des parents d'un certain âge qui sont abandonnés, c'est-à-dire des enfants de la rue. Et donc, voilà le système global de sécurité sociale. Pour l'instant, je parle donc de l'assurance maladie. Les 3 premières années, l'assurance maladie universelle minimum, c'est-à-dire quoi? À l'heure actuelle, les seuls qui bénéficient d'un petit avantage en matière de soins de santé, ce sont ceux qui sont fonctionnaires, disons, agents de l'État ou les employés du secteur privé déclarés à la CNPS. Si vous allez faire une consultation, on peut baisser le prix de la consultation ou le prix de l'examen en laboratoire. Et donc, sur les 25 millions d'habitants que nous sommes, il y a peut-être 2 millions de gens qui profitent de cela. Nous voulons demain que les 25 millions de Camerounais aient une assurance maladie universelle gratuite, c'est-à-dire pour toutes les maladies de base, paludisme, choléra, méningite, toutes ces affections courantes, tout Camerounais malade doit pouvoir se rendre à l'hôpital, être consulté. Si on diagnostique que c'est le paludisme, il doit aller à la pharmacie de l'hôpital, trouver le traitement gratuit et aller se soigner chez lui. On est capable de financer cela. Maintenant, après, les maladies complexes qui nécessitent justement des prestations particulières, oui, il peut y avoir des complémentaires maladies ou bien le système global de sécurité sociale qu'on va mettre en place. Et donc, ça aussi, les ouvriers ou les travailleurs vont en bénéficier, je crois, et ils n'en bénéficient pas aujourd'hui. Et enfin, toujours sur le plan social, mais je sais qu'on n'a pas le temps d'aller dans le détail, nous allons mettre en place un fonds de solidarité nationale. La contribution sera obligatoire, mais ce sera de très faibles contributions. Mais comme ça va impliquer le maximum de Camerounais, les moyens seront importants pour que nous ne laissions plus dans nos rues nos parents âgés. Je ne sais pas si vous en croisez ici à Douala, mais moi j'en ai vu à Yaoundé, des parents d'un certain âge qui cherchent leur pitance quotidienne, c'est-à-dire leur nourriture, dans les poubelles. J'aurais jamais cru que je verrais ça dans mon pays, en Afrique, de mes yeux avant de mourir. Je ne parle même pas des enfants de la rue qui n'ont rien à manger. Et les jeunes filles qui attrapent des grossesses précoces, qui sont abandonnées. À l'heure actuelle au Cameroun, il n'y a que quelques structures, des confessions religieuses, c'est-à-dire structures missionnaires, qui encadrent ces enfants. Est-ce que parce qu'une de nos enfants, à 15 ans, 16 ans, a commis une erreur, a attrapé une grossesse, qu'elle est perdue à jamais? Non, on doit avoir des structures d'encadrement. Et donc, ce fonds de solidarité sociale va nous permettre de mettre en place des structures qui vont les recueillir, en tout cas, soit les recueillir dans un lieu pour les enfants abandonnés ou les parents abandonnés, soit pour les jeunes filles qui sont encore chez eux mais qui ont eu un enfant précoce, de les encadrer pour les remettre dans le circuit scolaire ou bien pour les former, pour les remettre dans une activité. Je vois bien qu'on parlait du fonds d'entrée, mais je vais dire que quelle est la garantie que le citoyen, le travailleur privé, du privé ou du public, n'en paiera pas les frais après? Les frais de quoi donc? Les frais de ce fonds. Je veux dire que quel est le minimum, par exemple, à contribuer? Est-ce que ce ne sera pas une charge supplémentaire dans les impôts des uns et des autres? Non. Comment ça se finance? Non, ça peut être une taxe ou un impôt d'un maximum de 1%. Un impôt de plus?
Non, c'est pas appeler ça taxe ou impôt, peu importe. Oui, c'est un prélèvement obligatoire. Voilà, on peut utiliser ce terme qui englobe à la fois les taxes et les impôts. C'est un prélèvement obligatoire. Comment voulez-vous faire de la solidarité dans un pays si les citoyens de ce pays-là ne contribuent pas? Nous ne pouvons pas laisser cela sur des bases volontaires. Il y a des contributions volontaires lorsqu'il s'agit d'un événement, d'une catastrophe naturelle. S'il y a des inondations quelque part, on peut dire oui, on fait appel à la générosité des Camerounais. Mais pour ce qui est d'une politique sociale qui prend en charge l'ensemble des Camerounais, comme je l'ai dit, mon souci c'est que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Il faut mettre une petite taxe. Alors, je reprends une extension cette question de Eugène Yambal, c'est un expert des Oui. questions financières Oui. qui a travaillé pour le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il a d'ailleurs publié la question il y a un peu plus de 3 heures sur sa page Facebook. Les organisations non gouvernementales qui mènent le combat pour la réduction de la dette des pays PPTE au début des années 2000 demandent à la Banque mondiale de mettre un terme au financement et à la promotion des partenariats publics-privés dans les pays pauvres, compte tenu du coût élevé et de l'échec de ce mode de financement des infrastructures en Grande-Bretagne et dans d'autres pays au cours de ces dernières années. Alors, que pensez-vous des résultats enregistrés dans la concession des services publics? C'est la question qu'il pose aux entreprises privées en Afrique, pour l'électricité et autres. Mais je veux dire que vous, quand même, une partie importante de vos financements, vous les avez suggérés dans les partenariats publics-privés. Si cette mesure est appliquée, vous ne pensez pas qu'il y a des choses à revoir dans votre stratégie? Bien sûr, non, pas dans ma stratégie, c'est dans comment on met en place un partenariat public-privé. En réalité, l'échec vient d'où? Ce n'est pas de ce mode de financement en soi. C'est la manière dont on le met en place et surtout la manière dont on le contrôle. C'est-à-dire, vous faites un partenariat public-privé, par exemple, pour la fourniture d'eau ou d'électricité, ou pour le transport par la voie ferrée. Et il y a un cahier de charges. Et vous vous rendez compte, au bout d'un temps, que le cahier de charges n'est pas respecté par le partenaire privé. Mais il continue à mener son activité tranquillement. Pourquoi? Donc ce n'est pas le mécanisme qui fait problème, c'est ceux qui sont chargés de contrôler et de veiller à ce que le partenaire privé tienne ses engagements. Donc quel que soit le mode de financement que nous allons trouver, si les acteurs ne sont pas sérieux, si les agents publics ne sont pas sérieux, s'ils ne sont pas patriotes, s'ils ne veillent pas aux intérêts de la nation, il n'y aura pas de solution miracle. Si vous faites une concession d'un chemin de fer et que le partenaire privé s'engage par exemple à faire, je ne sais pas moi, un redressement de la voie ferrée, ou de nouveaux investissements, disons comme ça, pour rester à un niveau de globalité, et ne fait pas ces investissements, est-ce que ce n'est pas de votre devoir, puisqu'il s'agit d'un contrat, de résilier le contrat ou de revenir sur les termes du contrat? Mais si vous ne le faites pas, pourquoi vous plaignez-vous? Donc, il y a la part peut-être de la Banque mondiale dans ce qui ne marche pas bien dans nos pays, mais il y a aussi nos responsabilités en tant que dirigeants des pays africains ou des pays en développement. Je crois que vous preniez le partenariat public-privé ou le BOT, c'est-à-dire Build, Operate and Transfer, il y a le même risque, quel que soit le cas. D'ailleurs, prenez même les financements à 100% public. Est-ce que ça marche bien? Non. Parce que si vous ne faites pas le contrôle, il y a des cas où on vient dire, si vous êtes un dirigeant qui ne va jamais sur le terrain surveiller l'exécution de vos instructions ou la mise en œuvre effective de vos projets, on viendra vous dire qu'il y a une route qui est goudronnée alors qu'elle n'a jamais été goudronnée, alors que tout cela c'est sur financement public, ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas le PPP ou le BOT, c'est-à-dire partenariat public-privé ou le Bill Operate and Transfer. Donc tout est dans la surveillance. Un dirigeant d'un pays en développement, je dis bien d'un pays en développement, plus que de tout autre pays, doit se considérer comme un chef chantier. Il doit être sur le terrain. J'ai donné comme orientation la mise en place d'une exploitation agricole de 5000 hectares dans telle région. Il faut que j'aille de temps en temps voir si la mise en place de la plantation progresse. Et si on a fini justement de labourer, si on a semé ou planté. J'ai demandé que l'on construise un hôpital ou un centre de santé ou je ne sais pas moi, quelle autre infrastructure publique collective à tel endroit. Il faut que j'aille voir si ça a été fait. Si vous ne le faites pas, il y aura toujours justement quelques fonctionnaires ou quelques agents publics indélicats qui vont venir vous dire ça a été fait, ça n'a pas été, alors que cela ne l'a pas été. Donc pour moi, c'est moins le mécanisme lui-même qui pose problème que la mise en œuvre de ce mécanisme et notre capacité à suivre cela. Certains de nos projets ne marchent pas bien, non pas parce que le financement pose problème, mais parce que nous l'avons mal monté. Au Cameroun, songez qu'au Cameroun, à l'heure actuelle, il n'y a plus aucun organisme public d'études. Est-ce que vous imaginez? Il y avait la CEDA. Et pour vous montrer, et là, par exemple, M. Nyambal aurait pu pointer la CEDA. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a eu crise économique, l'une des premières entreprises à tuer, même pas à privatiser, à tuer, c'est-à-dire à fermer au Cameroun, c'était la CEDA. Et qu'est-ce que c'était que la CEDA? C'était la Société d'études et de développement africaine. Donc l'ambition était d'ailleurs de bâtir une entreprise. Nos meilleurs ingénieurs sortis de Polytechnique allaient à la CEDA, avaient de bons salaires, étudiaient les projets, les mettaient en état de financement. Et ensuite, lorsqu'il y avait les financements, suivaient l'exécution des projets. Pourquoi ça va vite dans certains pays? Parce que la structure publique d'études et de contrôle reste en place. C'est le cas par exemple en Côte d'Ivoire. Le Bénin en Côte d'Ivoire a gagné des marchés, y compris ici en Afrique centrale. Des marchés d'études. Or, ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai attiré l'attention à une certaine époque. Et on est passé dessus très rapidement parce que bon, on nous faisait croire qu'on a pensé à tout et ça n'est toujours pas là. Tant que nous n'avons pas un bureau national ou une société nationale d'études et de contrôle, d'études parce que ça met
en état de financement, en état d'être présentés au financement, nos projets, et de contrôle, parce que nous, l'État camerounais, qui avons intérêt à ce que nos projets soient bien exécutés, nous regardons comment c'est exécuté. Aujourd'hui, ce sont des bureaux d'études privés qui font les études, et ce sont des bureaux d'études privés qui font les contrôles. Souvent, d'ailleurs, originaires des pays qui apportent les financements. On ne peut pas être jugé parti. Alors, Maurice Kamto, dans vos propositions, vous faites de la diaspora un levier essentiel de développement. Oui. Comment vous implémentez cela? C'est un levier essentiel qu'il faut mobiliser, premièrement en lui facilitant la mobilité. Et lié à cela, son intégration dans la vie nationale. Et on le fait en faisant passer très rapidement, ou en tout cas en soumettant au Parlement, un projet de loi sur la double ou la plurinationalité. C'est extrêmement important. Et je l'ai toujours dit, sur la base d'expériences que j'ai vues ailleurs. Il y a des pays africains aujourd'hui qui ont fait des sauts qualitatifs dans leur développement parce que par le biais de la loi sur la double nationalité ou la plurinationalité, ils permettent à leurs compatriotes de la diaspora de bouger, d'aller et venir facilement. Déjà psychologiquement, en se sentant intégrés justement dans leur pays. Parce que quand vous avez un Camerounais qui, pour des raisons souvent pratiques, prend une nationalité étrangère et qui doit demander le visa pour venir dans son propre pays, quelque part psychologiquement, il n'est pas à l'aise. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ils ont une expérience, les Camerounais de l'étranger, vous le savez comme moi. Prenez un pays comme l'Allemagne, le nombre d'ingénieurs camerounais qui est en Allemagne, peut-être c'est l'équivalent du nombre d'ingénieurs camerounais qui sont résidents au Cameroun. Et nous n'en tirons pas profit. Nous ne pouvons pas former nos jeunes pour qu'ils aillent développer des pays déjà développés. C'est pour cela que je voudrais que le maximum d'entre eux reviennent. Nous allons créer les conditions pour qu'ils reviennent. Nous irons les chercher. Pour ceux qui ne vont pas revenir, ils vont contribuer par le biais. Par exemple, pour ceux qui peuvent enseigner de l'éducation, nous voulons qu'ils viennent enseigner dans nos universités. Nous voulons qu'ils viennent participer à nos laboratoires de recherche de pointe. Parce que concrètement, comment vous implémentez cela? Je veux dire... C'est ce que je suis en train de vous expliquer. La première mesure, c'est la loi sur la double multinationalité. La deuxième, donc, et c'est l'outil, le véhicule par lequel ils vont mettre en œuvre leurs compétences ici, c'est ce que j'allais vous dire, c'est de créer une agence nationale de la diaspora. Voilà. Et cette agence nationale de la diaspora va être vraiment l'interlocuteur, l'interface ou l'interlocutrice, s'agissant d'une agence de la diaspora. Parce que la diaspora va trouver auprès d'elle, en un lieu unique, toutes les réponses aux questions qu'elle se pose. Par exemple, si je veux rentrer au Cameroun, comment je fais? Si je veux m'acheter une maison, pour ne pas me faire tromper, pour que la famille ne prenne pas l'argent et que je ne vois jamais ma réalisation. Deuxièmement, si je veux investir dans le secteur industriel, comment je procède? Donc, leur guichet unique sera également auprès de l'agence nationale pour la diaspora. Donc, troisièmement, nous voulons créer un fonds de la diaspora. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds de la diaspora? La diaspora camerounaise, comme toutes les diasporas, a des moyens, mais hésite souvent à les rapatrier au pays. C'est pour cela que pour la famille, ils envoient de temps en temps des Western Union. Mais nous allons créer des conditions pour que dans le fonds que nous mettrons en place, ils puissent placer leur argent en toute sécurité parce que c'est garanti par l'État et puis qu'il y ait une rémunération dessus. Mais l'avantage de ce fonds, c'est qu'il n'est pas rémunéré au taux du marché. Il est rémunéré plus faiblement, parce qu'il y a la garantie de l'État et c'est une contribution aussi de la diaspora au développement de son pays. On a vu dans des pays comme le Rwanda, n'est-ce pas, dans le cadre de l'agence du développement du Rwanda, des mécanismes de ce genre. Et même, je crois, pour le financement du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie, on a fait appel à une contribution significative de la diaspora. Donc, sur ce terrain, déjà, ils vont contribuer. Maintenant, sur le plan du développement technologique et du développement de notre tissu industriel, l'expérience de la diaspora nous est absolument cruciale. La plupart d'entre eux se sont frottés à la compétition dans des grandes entreprises. Déjà, ils savent comment on organise une grande entreprise et comment on produit, comment on améliore la productivité. C'est pour cela que j'ai dit, dans les 3 premières années de mon mandat, je vais offrir aux Camerounais, au peuple camerounais, un modèle de véhicule camerounais. Et parce que nous avons la ressource humaine capable de mettre au point un véhicule. Je prends cet exemple-là parce que dans le domaine technologique, je pourrais en citer d'autres, mais je prends la voiture parce qu'elle est frappante et parce que les Camerounais, justement, je veux que ce soit demain un motif de fierté de dire nous avons une marque camerounaise. Je ne vais pas aller chercher des voitures étrangères pour les assembler. Nous aurons une marque de véhicule camerounaise conçue et construite par des ingénieurs camerounais. Et si nous voulons développer cette marque de véhicule, nous impliquerons le secteur privé camerounais en partenariat avec un partenaire stratégique externe qui fabrique des véhicules. Voilà notre schéma. Donc voilà comment la diaspora va contribuer. Et je vous ai parlé de l'animation des laboratoires de recherche. Alors, peut-être une ou deux questions en économie, et puis on va peut-être parler de votre rôle dans l'affaire, deux autres affaires pour lesquelles vous étiez intervenant. Alors, sur la question des APE, quel est l'argument, Massu, que vous présenterez aux autres pays de la SMAC, par exemple, pour les faire venir dans ce mouvement-là, qu'ils accompagnent le Cameroun? Moi, je n'ai pas à convaincre les autres États de l'Afrique centrale. Au contraire, j'ai à discuter avec eux, d'ailleurs pour comprendre les raisons de leur réticence. Pourquoi ne sont-ils pas venus dans les APE? Est-ce que nous seuls, Cameroun, tous seuls, nous avons raison par rapport aux 6 autres États de l'Afrique centrale, pour ne pas dire les 11 autres États de la CEMAC, je veux dire de la CEAC. Donc, il est plus que temps que nous, effectivement, nous mettions ensemble
les États concernés, que nous discutions pour voir si c'est vraiment dans nos intérêts bien compris. Deuxième question, sur les modalités, parce que Oui. vous l'avez dit par ailleurs, Oui. ou alors un peu avant, Oui. vous êtes pour la sortie du franc CFA, mais le plus Oui. important, c'est les modalités. Oui, Pour c'est vous, ça. quelles seraient les modalités? Ça, j'ai toujours dit, j'ai quelques connaissances en économie, mais pour autant, je ne me prétends pas économiste. En tout cas, avec ce degré d'expertise sur les questions monétaires, tel que je peux vous dire, voici la meilleure modalité. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit, nous mettrons en place l'équipe d'expertise nécessaire. Et il y en a, heureusement, au Cameroun, dans d'autres pays africains. Il y a des Camerounais qui ont une expertise reconnue dans ce domaine, qui travaillent dans les institutions financières internationales ou qui enseignent dans nos universités. Pour qu'ils nous disent quelle est la meilleure formule dans l'intérêt du Cameroun. Est-ce que c'est de sortir en restant dans une zone à 15 avec les autres États de la zone franc de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que c'est en sortir en restant dans une zone à 6 avec les seuls États de la BEAC? Ou bien c'est en sortir en faisant une monnaie nationale camerounaise souveraine? Ça, c'est les trois formules qui s'offrent à nous. Et pour l'instant, je n'ai pas mis en place l'équipe d'expertise pour me permettre, dans le cadre de cette campagne, de dire que j'ai déjà opté pour telle ou telle formule. Donc la question reste en suspens. Alors, sur la... S'agissant de savoir comment nous réglons le problème de la circulation dans nos villes, mais également entre les villes de notre pays, il n'y a pas de solution miracle. Nous n'aurons rien à inventer que d'essayer d'appliquer chez nous les meilleures pratiques que l'on observe ailleurs, c'est-à-dire de construire, d'une part, des liaisons durables, bien faites et à des prix standards, des prix normaux, raisonnables, entre les différentes cités du Cameroun, les principales villes. Notre objectif demain, c'est non seulement d'avoir un réseau routier avec une partie qui soit sous forme d'autoroute, notamment entre Douala, Yaoundé, Bafoussam, Douala, plus à partir de Bafoussam, prolongement jusqu'à Bamenda, et à partir de Douala, prolongement jusqu'à Limbe. C'est la première phase de l'investissement dans le domaine autoroutier. Nous envisageons de construire environ 1600 km d'autoroute pendant le mandat. De la même façon, tous les chefs-lieux de département du Cameroun seront reliés à la capitale régionale par une route bitumée, aux normes et aux standards internationaux. Je vous l'ai dit, cette première question ne faisait pas systématiquement partie du protocole, Oui. Parce que vous avez évoqué une difficulté. Oui. Nous sommes en direct, je voulais vous prendre par là. Tout à fait. Revenons donc à... Et s'agissant, parce qu'il faut quand même que je dise brièvement un mot pour la circulation à l'intérieur de la en un mot, ville. S'agissant d'une ville vraiment comme Douala, qui a un relief relativement plat, je pense qu'on mettra en circulation d'abord un réseau de tramway, donc transport de surface en commun, mais également un réseau de bus. Les deux seront complémentaires. On pourra envisager dans une phase ultérieure, notamment à moyen terme, la possibilité d'un métro souterrain. Mais le tramway est adapté au relief de Douala et par rapport à la densité de la population de la ville, je pense que c'est un moyen de communication qui est très utile et qui est à notre portée. Ça diminuera d'ailleurs l'activité qui participe aussi aux bouchons, qui est l'activité des motos, car nous voulons que progressivement les motos-taxis, et notamment ceux qui les conduisent, soient convertis à d'autres activités, parce que ça ne peut pas être la seule horizon. Un travail plus décent. Pardon? Un travail plus décent. Oui, ça ne peut pas être le seul hier, horizon, voulais-je dire, et le seul avenir que nous offrons à nos jeunes. Professeur, hier, vous avez procédé à la désignation d'un... L'affaire Bakassi, dont on sait quand même que vous êtes l'un des acteurs qui ont accompagné le Cameroun à cette victoire-là. Je vous ai dit, j'aime pas trop parler de l'affaire Bakassi. Justement, je sais que vous n'aimez pas en parler. Oui. Je vais vous titiller là-dessus. Bon, si on en va deux, voir, trois on dira, mais ne m'en voulez pas si je vous dis juste ce que je peux dire. Parce que j'ai toujours dit... Quel était votre rôle? Oui, précis il y a dans des cette choses que je affaire. ne dirais Quel était jamais. le rôle, par Les exemple, détails, des parce autres que quand on a acteurs? eu à traiter un dossier d'État de ce niveau, ce n'est pas pour venir se répandre sur les plateaux de télévision. Quel Bon, était non. le rôle des autres acteurs comme le professeur Bipumboum et bien d'autres qui autour de... Posez-lui la question, il est vivant. Vous étiez dans S'agissant l'équipe. d'ailleurs du professeur Et Bipumboum, heureusement, je vous ai là ce heureusement, soir. il est encore vivant. Vous étiez dans l'équipe. Je ne parlerai que pour ce qui me concerne. Qu'avez-vous fait exactement dans cette histoire? Il y a eu deux phases dans l'affaire Bakassi. La première phase, c'est celle qui a eu lieu devant la Cour internationale de justice. Et la deuxième phase, c'est celle qui a eu lieu sur le terrain, c'est-à-dire la phase de mise en application de l'arrêt de la Cour internationale de justice. Et j'ai participé aux deux phases. La phase devant la Cour internationale de justice a commencé en 1994 et s'est achevée en 2002, le 10 octobre 2002, avec l'arrêt de la Cour sur le fond, parce qu'il y a eu de nombreux autres arrêts avant. Je crois avoir déjà dit sur un autre plateau de télévision les conditions dans lesquelles je suis entré dans... Absolument, on peut passer là-dessus. Voilà. Donc, j'ai été dans la phase devant la Cour co-agent, avocat et conseil. Parce qu'on peut être agent ou co-agent sans intervenir dans la préparation technique du dossier. Parce qu'un agent, c'est celui qui représente l'État. Donc, on peut être aussi conseil sans être avocat.
dans la terminologie devant la Cour, vous êtes conseiller avocat lorsque vous participez à la fois à la rédaction des écritures et aux plaidoiries orales. Donc c'est pour cela que dans mon cas, j'étais co-agent, conseil et avocat ou avocat et conseil parce que je faisais les trois. Donc j'ai été conseil, j'ai rédigé, participé en tout cas à la rédaction de toutes les écritures et j'ai participé à toutes les phases de plaidoirie. Depuis 1900, les premières plaidoiries ont eu lieu en mars 1996, en février 1996, pardon, sur les mesures conservatoires jusqu'au fond de l'affaire en passant par les exceptions préliminaires et par la demande en révision de la partie nigérienne. Donc j'ai participé à toutes ces phases, j'ai été avocat. J'entends où on écrit beaucoup de choses. Ce qui est le plus étonnant dans notre pays, c'est que ceux qui écrivent le plus ou font le plus de déclarations, c'est ceux qui ne savent strictement rien. Ben, c'est aussi une porte largement ouverte quand vous-même, les acteurs principaux, vous vous réservez d'en parler. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il ne m'appartenait pas à moi d'en parler. L'État aurait pu organiser une communication pour donner au public ce qu'il voulait que le public sache de cette affaire. On n'a pas voulu le faire. Je ne veux pas donner, et je n'ai jamais voulu donner l'impression que j'ai travaillé dans le dossier Bakassi pour ma gloire personnelle. Franchement, ce n'était pas le cas. Et si ça avait été le cas... Mais l'impression que ça en est dégagé pour le peu que vous en dites, c'est souvent comme si Maurice Kamto s'en attribue, j'ai fait dire la victoire. Est-ce que vous m'avez déjà entendu parler de l'affaire Bakassi, à part les quelques fois où la question m'a été posée, d'ailleurs ici essentiellement chez vous? Non. C'est étonnant qu'on veuille me faire porter, je ne sais pas moi quel chapeau. Si je voulais m'enorgueillir, m'en vanter, je pourrais le faire. Rien vous avez également joué un rôle assez déterminant sur la question du Niger-Bénin. Je voulais juste dire à propos de Bakassi deux choses qui, pour moi, ne sont pas des secrets d'État. Je peux tout accepter, qu'on me traite de tous les noms, sauf questionner mon patriotisme. C'est insupportable. Et surtout venant des gens, premièrement, qui n'ont jamais rien fait pour leur pays, et deuxièmement, qui ne savent absolument rien de ce dossier. Je crois qu'il faut qu'ils sachent ce soir qu'il y a des moments où il faut savoir respecter ce que les autres ont fait, même si on ne les aime pas. Et sur Bakassi, on a dit que j'ai gagné des milliards. Monsieur Dipita, votre insistance pour qu'on en parle me donne l'occasion de dire deux choses ce soir. J'ai pris des risques physiques dans Bakassi que beaucoup de gens qui parlent ne prendront jamais dans leur vie. Nous avons volé par hélicoptère de nuit. Tout le monde sait qu'après 15 heures, l'hélicoptère ne vole pas, parce que l'hélicoptère ne vole pas de nuit. Pour nous poser à Manfé de nuit, parce que nous venions d'une visite sur le terrain, où nous sommes partis très tardivement. C'était d'ailleurs plus précisément de Djabane. Notre hélicoptère est tombé comme une pierre à Niamey. Je suis sûr, vous ne savez pas où se trouve Niamey. C'est une montagne de l'extrême nord, perdue dans la chaîne montagneuse, où nous allions voir un village qui avait été brûlé, alors que c'était un village camerounais. Nous voulions vérifier la véracité des faits avant de passer à la phase où on entamerait la démarcation. Je l'ai fait. Mais mieux, ou pire, ou mieux encore. Nous sommes partis de Maïdougouri, qui est la ville de l'extrême nord du Nigeria, pour Taraba State, qui est la ville qui est à la même hauteur que le nord-ouest. Et nous allions à Gembu. Gembu, c'est justement la ville nigériane où nous nous rendions. Vers Jalingo, qui est la capitale de Taraba State. Mes camarades, parce que j'étais le chef de délégation, ont fait un accident. Entre autres, Abanda, il est aujourd'hui décédé, paix à son âme. Mais les autres sont vivants, M. Akamba, ils ont fait un accident. Heureusement, au final, on se rendra compte que ce n'était pas très grave. Mais sur le champ, nous ne pouvions pas le vérifier. Je les ai pris dans la voiture. On est allé à l'hôpital de Jalingo, il n'y avait pas de radio. J'ai voyagé de nuit pour arriver à l'hôpital de Fumbana à 4 h du matin pour m'assurer qu'ils étaient en bonne santé et qu'il n'y avait pas d'hémorragie interne. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est le jour où nous partons du Nigeria pour rentrer au Cameroun et on nous guide sur une piste de trafiquants. La piste de trafiquants, les véhicules ne se croisent pas. Parce que c'est une piste creusée à la main. Une seule voiture peut descendre. Notre voiture était encastrée, c'était un 4x4. Nous sommes sortis à 1 h du matin pour chercher dans les villages avoisinants si on pouvait trouver une hache pour enlever les racines qui encastraient notre véhicule. Quand nous sommes arrivés vers Sabongari, les populations étaient époustouflées, abasourdies, parce que trouver des citoyens, j'allais dire presque normaux, dans de telles régions, c'était inhabituel. Et il y a des gens qui viennent questionner mon patriotisme là-dessus. On pouvait se noyer combien de fois Est-ce que vous êtes remonté après ces gens, Maurice Kamto? Non, je ne suis pas remonté. C'est peut-être l'occasion de leur dire ce que ça vous a rapporté aussi ce soir. Très bien, très bien, monsieur Dipita, merci. Dans Bakassi, je n'ai jamais eu de contrat avec l'État camerounais. L'État vous a-t-il désintéressé d'une quelconque manière déjà, que ce soit? Attendez, pourquoi vous posez une question importante et vous me donnez l'impression que vous ne voulez pas que... Je voudrais expliquer clairement aux Camerounais ce qui s'est passé. Parce que ça revient un peu trop souvent. Et justement, les gens veulent diminuer, j'allais dire, la part de contribution que j'ai pu faire au service de mon pays pour ma patrie dans Bakassi, en disant que je me suis enrichi dans Bakassi. Permettez donc que je clarifie ce point. Je n'ai donc jamais eu de contrat. Parce que quand on vous dit que j'ai gagné, j'avais un contrat de 500 millions, on vous parle même de Brain Trust. À ce moment, quand j'ai démarré l'affaire Bakassi, le Brain Trust n'existait même pas. Et quand on vous dit que j'ai eu un contrat rémunéré 500 millions de francs par an, avec un bonus à la fin de 5 milliards, c'est quand même, nous sommes devenus quoi dans ce pays? Je n'avais pas de contrat. Je n'avais même pas une lettre formelle écrite qui me disait, voilà, on vous confie le dossier Bakassi.
Ça s'est fait au téléphone, je vous ai expliqué. En tout cas, j'ai expliqué aux Camerounais que je suis entré dans le dossier Bakassi par un coup de téléphone du ministre d'État, Ferdinand Oyuno, ministre des Affaires étrangères. J'étais à l'amphithéâtre à Douala en train de donner un cours. Le doyen de la faculté m'a appelé en disant, on vous appelle de Yaoundé. J'ai pris le téléphone et c'était le ministre d'État au bout du téléphone. Et il m'a dit, je voudrais vous voir. Et je lui ai dit, je peux être là vendredi. Il a dit, je vous attends. Vendredi, je m'y suis rendu et il m'a demandé si je voulais prendre en charge le dossier à la demande du président de la République, ce que j'ai fait. Monsieur Dipita, pendant tout le temps que j'ai travaillé dans Bakassi, nous étions traités comme des fonctionnaires camerounais lorsqu'ils se rendent en mission. Donc si nous allions au Nigeria, on calculait nos frais de mission comme des fonctionnaires camerounais qui vont en mission au Nigeria. Si nous allions à Paris ou à La Haye, on calculait nos frais de mission chacun sur son grade, comme on le fait dans la fonction publique. Si vous êtes fonctionnaire de catégorie indistinct, on calcule vos frais de mission sur cette base, c'est connu. Et je le dis ici aujourd'hui parce qu'à un moment donné, il faut que la vérité soit connue des Camerounais. Et donc, je n'ai pas eu de rémunération particulière autre que celle que je viens de vous dire. D'où vient-il qu'on puisse dire aujourd'hui que j'ai eu, même pas des centaines de millions, mais des milliards de francs CFA? Comment des Camerounais, sains d'esprit, mais je doute qu'ils le soient, peuvent-ils tenir de tels propos? D'où tirent-ils leurs chiffres? Pour faire précis, oui. Vos frais de mission, oui. Au bout de la mission, oui. Après la victoire du Cameroun, oui. Tout cela avec combien de francs CFA? Je ne peux pas cumuler, monsieur, parce que ça suppose que j'avais déjà l'idée que je calcule, je veux savoir combien j'ai gagné dans Bakassi. On nous disait aller en mission, nous allions en mission et on nous donnait les frais. Je peux vous dire que le seul avantage d'ailleurs qu'on avait dedans, c'était que quand le chef de délégation le voulait bien, il prenait en charge vos chambres d'hôtel. Donc au lieu d'utiliser vos frais de mission pour payer vos chambres d'hôtel, vous aviez cela. Un mot sur le rôle que vous avez joué dans l'affaire Niger-Bénin. Oui, dans l'affaire du Niger-Bénin, donc j'étais conseil du Niger et c'était à propos de l'île de l'été. C'est une affaire vraiment qui était un point de crispation entre les deux pays depuis le lendemain de l'indépendance. Il y avait eu d'ailleurs à une certaine époque, je crois, quelques accrochages sur cette île-là. Donc c'était un enjeu politique très sensible. Et nous avons fait un remarquable travail. Je n'étais pas seul, j'étais partie d'une équipe donc avec deux collègues belges et un autre collègue qui est d'ailleurs du Burundi. On a fait un travail remarquable puisque le Niger a gagné l'affaire. Et vous direz comment de vos proches que vous êtes pacificateur, réconciliateur? Je crois que on peut, si on a pensé qu'un tel qualificatif pouvait nous aller, c'est aussi probablement que la personne a bien observé ce que nous avons essayé de faire jusqu'à présent, parce que pacificateur par justement le règlement pacifique des différends. Réconciliateur parce que chaque fois que nous avons pu, nous conseillons au gouvernement pour qui nous travaillons de régler à l'amiable. C'est-à-dire que même lorsque vous avez gagné le procès, vous savez que la phase de mise en application est toujours très délicate. Et donc, conseiller aux gens d'aborder la question de façon à demain pouvoir vivre encore comme des voisins. Parce que quand vous êtes deux pays voisins, vous ne pouvez pas créer entre vous des relations telles que demain vous ne pouvez plus vous parler. Et c'est en cela qu'on peut parler justement de réconciliateur. Parce que même dans la mise en œuvre de l'arrêt avec le Nigeria, nous avons de ce point de vue-là, contribuer modestement à notre niveau, mais également à construire la bonne entente entre les deux pays. Je vous signale en passant que c'est dans ce cadre-là que nous avons, quand je dis nous, pas moi seul, c'est-à-dire l'équipe proposée, par exemple, l'idée avec les Nations Unies, ce qu'on appelle les mesures de confiance entre les deux pays, justement, pour qu'après l'arrêt, il y ait une vie normale encore entre les Camerounais et les Nigérians et entre le Cameroun et le Nigeria. Nous l'avons fait également dans le cadre des relations entre ces pays-là que nous avons défendus devant la Cour. C'était Niger-Bénin, mais il y a eu aussi Niger-Burkina Faso ou encore Guinée contre la République démocratique du Congo. Alors sur les réseaux sociaux, il revient assez régulièrement avec sur le dossier Guinée équatoriale. Vous savez qu'il également ça a beaucoup échangé sur votre rôle. Beaucoup n'ont pas compris comment vous allez défendre un État dit dictatorial tout au moins, dont le président ne serait pas ouvert à toutes les libertés universelles connues, et qu'aujourd'hui vous venez au Cameroun dire que vous allez être le défenseur des libertés individuelles. Est-ce que sur le plan moral, tout au moins, le choix de la défense de la Guinée équatoriale ne vous pose un problème? Aucun. Parce que, vous voyez, je suis en compétition pour la prochaine présidentielle avec le président sortant du Cameroun. Donc, j'ai des désaccords avec la manière dont les affaires du pays sont conduites sous son autorité. Est-ce pour autant que si, pour être très concret, l'ambassade du Cameroun à Paris est menacée de saisie et qu'on me constitue avocat, je ne devrais pas le défendre? C'est exactement ce qui se passe avec la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale est dans un contentieux avec un pays dans lequel il a les locaux de son ambassade, en tout cas un immeuble qu'il, lui ou elle, Guinée équatoriale, considère comme abritant les locaux de son ambassade, et le pays hôte dit non, ça n'abrite pas les locaux de votre ambassade. Et plutôt cet immeuble appartient
au fils du président de la République qu'il aurait acquis, pas avec des ressources qui sont discutables. Bon, on va dire peut-être de détournement ou de corruption. Bien mal acquis, comme ils ont dit. Oui, mais ce n'est pas une terminologie juridique, mais enfin, Voilà. disons bien mal acquis. Et nous disons, et les éléments, personne ne conteste cela, l'État de Guinée équatoriale a acquis l'immeuble. Il a acheté cet immeuble, c'est sa propriété. Donc moi, je suis là pour défendre les intérêts d'un État qui, effectivement, autrement pourrait voir le siège de sa mission diplomatique saisi par un autre État. C'est tout, c'est pas plus que cela. Mais maintenant, ceux qui ne veulent pas comprendre de cette oreille, je ne peux rien contre cela. Je crois qu'ils continueront à vouloir faire l'amalgame pour dire que voilà, c'est un dictateur, pourquoi est-ce que vous le défendez? Dans un premier temps, on disait que je défendais son fils, jusqu'à ce que certains comprennent que c'était gros parce que son fils a ses avocats, a toujours eu ses avocats, qui sont du reste français, européens, et personne, ça n'a jamais posé de problème à qui que ce soit. Jusqu'à ce qu'on a supposé même que je défende son fils, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'un Africain peut faire quelque chose, et ça devient un problème. Ce genre de deux poids, deux mesures est quand même extraordinaire. Mais je termine juste en disant, donc, une fois de plus pour les téléspectateurs, que non, je défends l'État de Guinée équatoriale qui est menacé dans son patrimoine, c'est-à-dire parce que les locaux de sa mission diplomatique à Paris sont menacés de saisie, de confiscation et de vente. Permettez-moi de terminer cette émission par une boutade. Oui. À ce niveau de vos entraînements, et éventuellement des matchs amicaux que vous avez jusqu'ici réalisés, qui s'est peut-être perdu aussi, Ouais. quel est votre pourcentage de réussite en matière de tir au de penalty? Non, pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup de matchs avec des pénaltys. On a marqué des buts en cours de jeu. Donc, c'est pour cela que celui du 7 octobre est crucial. Ouais. Je vais dire pour la période actuelle, parce que si je suis bon tireur de pénalty, c'est que j'en ai marqué beaucoup. Mais dans la phase de la campagne électorale actuelle, je n'en ai pas tiré parce que je me réserve pour le 7 octobre. Merci, Maurice Kamto. Et celui-là va être... Oui. Iriez-vous en campagne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? C'est une zone qui est militarisée. Et je dirais même que c'est une zone de guerre aujourd'hui. Ne craignons pas les mots. Puisqu'il y a usage d'armes à feu, puisqu'il y a des morts. Donc on ne va pas dans une zone de guerre comme si on allait dans une zone pacifique ou de paix. Et donc, pour que nous nous y rendions, il faut que le gouvernement assure à tous les acteurs politiques et en tout cas à tous les candidats que les conditions de sécurité sont réunies. Vous me donnez l'occasion de revenir encore en deux mots sur ce que j'ai dit au seuil de mon propos en anglais. C'est que nous allons à cette élection, non pas tellement parce que nous voulions aller à cette élection dans ces conditions. Il n'est pas normal qu'une guerre civile ait cours dans une partie de notre pays et que nous allions à l'élection présidentielle. Mais nous étions, donc ce n'est pas notre choix. Mais nous sommes mis devant une situation où nous avons le choix entre boycotter l'élection ou y aller. Si vous boycottez l'élection, vous reconduisez le président actuel dans un fauteuil. Il ne demande que cela. Parce que de toute façon, il s'en trouvera toujours un ou deux pour l'accompagner, pour lui permettre de dire qu'il a une légitimité démocratique et qu'il peut poursuivre justement cette politique qui est une politique dont on ne peut pas comprendre la logique, c'est-à-dire de refus de régler, en tant que chef d'État, une crise qui, aujourd'hui, a dégénéré. Donc, nous avons donc choisi d'aller à l'élection pour que les Camerounais aient une chance d'obtenir l'alternance dans la paix et par les urnes. Et c'est pourquoi nous en appelons à nos compatriotes des régions anglophones, ceux d'entre eux qui se sont inscrits, et même ceux qui combattent avec d'autres objectifs, qui laissent les Camerounais aller voter. Parce que c'est la seule chance que nous avons de mettre un terme au régime actuel et de régler la crise anglophone entre nous, entre Camerounais, en mettant nos cœurs, en mettant nos esprits, nos intelligences ensemble. Je suis sûr qu'on arrivera à une solution acceptable pour tous et à une solution durable et définitive. Entre autres solutions envisagées, il y a la All Anglophone Conference proposée par le cardinal Christian Tomé et le docteur Samuel Monzo. Avez-vous l'occasion d'en discuter avec ces deux messieurs? Non, je ne les ai pas rencontrés depuis l'annonce de cet événement. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une remarquable initiative qui mérite d'être encouragée. Je regrette d'ailleurs qu'on ne leur ait pas donné l'occasion ou même encouragé à organiser cette conférence avant la tenue de l'élection présidentielle. Pour vous, qui seraient les interlocuteurs crédibles, une fois Maurice Kamto installé au palais de l'Unité à Yaoundé, pour pouvoir discuter avec eux et trouver des solutions? L'un des objectifs de la conférence, c'est précisément cela. Je crois qu'ils l'ont dit. Que ce sera également l'occasion de dégager, d'identifier ceux qui peuvent représenter. Je reprécise la question au-delà de la conférence. Maurice Kamto, élu au lendemain du 7 octobre 2018, président de la République, qui pour vous seraient les interlocuteurs pour discuter de cette question-là? De la crise anglophone? Absolument. Ceux que les anglophones désigneront. Ce n'est pas moi qui vais désigner les représentants des anglophones. Ceux que nos compatriotes anglophones désigneront et considéreront comme leurs représentants légitimes, comme leurs leaders légitimes. Ceux en qui ils se reconnaissent, ceux qu'ils respectent parce qu'ils considèrent qu'ils peuvent porter leur parole. C'est avec eux que nous discuterons. Y compris Ayoub Tabé, si jamais il est désigné? Je veux faire un dialogue inclusif. Je veux discuter avec tout le monde. J'ai toujours dit que la sécession n'est pas une option. Ce n'est pas sur la table. Mais discuter avec un sécessionniste, c'est aussi s'assigner la tâche de le convaincre que la sécession n'est pas une solution. Et si on arrive à la conclusion
qu'on ne peut pas le convaincre à renoncer à la sécession, on prendra acte. Mais ceux qui se mettent dans l'illégalité totale seront traités comme des gens qui sont dans l'illégalité totale. Mais il faut leur donner une chance de s'exprimer, d'expliquer pourquoi ils ont pris une position aussi radicale, pourquoi ils sont entrés justement dans la radicalité absolue. Peut-être que si ce dialogue avait eu lieu, on n'en serait pas là. Car rappelez-vous qu'il y avait toujours eu, autour du 1er octobre, un petit mouvement, voilà, j'allais dire bon enfant, plus ou moins, dans la partie anglophone, et puis ça se terminait 1 ou 2 jours après. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point où les gens ont pris les armes. Au lieu de se poser la question, comment est-ce qu'on en est arrivé là, on jette l'anathème. Je ne crois pas que ce soit une Combien de solution. temps vous donnerez-vous pour résoudre cette crise? Pour ramener la sérénité, je me donne 3 mois. Et résoudre la crise, c'est-à-dire donc, parce que quand j'ai dit je réglerai le problème en 3 mois, c'est d'abord ramener la sérénité. Qu'est-ce que cela veut dire? Je me rendrai dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour porter un discours de paix, de fraternité, pour dire, vous n'êtes pas que nos compatriotes, vous êtes nos frères et sœurs. Vous n'êtes pas des Camerounais de seconde zone, vous êtes des Camerounais à part entière. Nous avons construit cette nation ensemble. Il n'est pas question que quelqu'un vous mette à l'écart, ou bien parce que nous avons eu, à un moment donné, un gouvernement qui ne comprenait pas que vous rejetiez votre pays. Je vais porter ce discours-là. Je vais demander que tous ceux qui sont réfugiés au Nigeria reviennent. Je vais aller les chercher. Ceux qui sont contraints à se réfugier dans les forêts reviennent. Je vais également mettre en place un financement spécial, prioritaire, pour reconstruire les villages qui ont été rasés, détruits, pour reconstruire les maisons et les domiciles qui ont été rasés, détruits. Et pour ceux qui ont perdu leurs activités, notamment commerciales, on mettra à leur disposition un fonds de redémarrage pour qu'ils retrouvent une vie normale. Ça, c'est ce que j'appelle régler, donc créer les conditions de paix. Ensuite, maintenant, on ouvre le dialogue inclusif sur la forme de l'État. Comment nous voyons notre pays? Comment nous voulons que notre pays s'organise pour tenir ensemble et pour affronter les défis qui sont devant nous? Et je crois que de ce dialogue se dégagera la forme de l'État. On m'a demandé souvent, et on m'a même fait le reproche de ne pas me prononcer pour le fédéralisme ou contre le régionalisme. J'ai toujours dit, ceux qui me suivent savent que mes premières sorties quand la crise anglophone a commencé, j'étais très clair, j'ai dit, je suis favorable au régionalisme, parce que c'est dans notre constitution. Parce que si c'était appliqué de bonne foi, c'est-à-dire avec un conseil régional élu, et avec un exécutif issu de ce conseil régional, et le transfert des compétences et des ressources nécessaires, il n'y aurait pas eu la crise anglophone. Pourquoi? Parce que les leaders anglophones, les leaders d'opinion anglophones, avec qui j'ai discuté, ont toujours été contents. Ceux qui ne sont pas sécessionnistes vous disent, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la plus large autonomie possible pour nous occuper de nos propres affaires. Il n'est pas question que pour signer le moindre papier, on aille à Yaoundé. Il faut aussi que les ressources que génère notre région, au moins une bonne partie de ces ressources, soient utilisées au développement de la région. Il n'y a rien de mal à ça. Nous pouvons donc clairement retenir ce soir que le MRC est davantage régionaliste dans la définition de la forme. Je parle en tant que candidat. J'ai dit donc dès le début, dès le départ, j'ai toujours dit que j'étais favorable à la région dans les conditions dont je viens de vous parler. Pas les régions dans le cadre des collectivités décentralisées, absolument. Où la loi de décentralisation a finalement vidé la régionalisation de tout son sens. Mais je dis aujourd'hui, je n'ai pas terminé mon propos, donc voilà ma position de départ. Et je dis aujourd'hui, comme il y a effectivement une crispation sur la question du fédéralisme et qui s'est aggravée avec le mouvement sécessionniste, j'ai donc dit, je préfère, en ayant mon opinion personnelle que je viens de vous exposer, en tant que candidat à la présidence de la République, si j'étais élu demain, je ne mettrai plus en avant ma position personnelle. Je laisserai aux Camerounais mener le débat pour que de ce débat, de cette discussion, se dégage la forme de l'État que les Camerounais auront approuvé et nous allons mettre cela dans la Constitution. Mais cette position ne semble-t-elle pas conforter ceux-là qui estiment que vous avez du mal à vous décider? Je veux dire qu'il y a des candidats qui sont clairement exprimés sous la forme de l'État. Vous demandez aux Camerounais de vous confier les règnes du pays et puis vous dites, après on verra ce que vous penserez pour... Non, M. Dipita, ça c'est, je crois, caricaturer ma position. Je crois que je viens de vous le dire. Ceux qui disent donc qu'ils sont pour le fédéralisme n'organiseront pas de débat. Sans doute. Le débat serait peut-être le 7 octobre. Je veux dire que le peuple sera appelé à choisir entre la décentralisation, le fédéralisme et la régionalisation. Bon, très bien. Pour les candidats qui portent ces projets. Très bien. Bon, donc on n'aura plus besoin, après le 7 octobre, de revenir sur la forme de l'État. Ah oui, mais ça c'est pour eux. Mais moi j'ai dit, et je suis constant. Donc que l'on ne me force pas à adopter la position des autres. La mienne est que je vais organiser un débat. Eux, ils n'organiseront pas le débat. Mais il faut qu'ils le disent clairement. Parce que vous ne pouvez pas dire, vous avez pris une position et dire ensuite vous allez organiser un débat demain. Alors, parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas honnête vis-à-vis des citoyens camerounais. Moi, j'ouvre une porte. J'ai dit ma préférence personnelle, c'est le régionalisme, mais je laisse aux Camerounais. Parce que je suis démocrate, parce que je suis soucieux aussi que la forme de l'État que l'on va adopter demain soit vraiment ce que veulent les Camerounais. Je laisse une porte ouverte, y compris pour que les Camerounais me mettent dans la minorité. Alors, lors de la